Alors, bonjour. On a le plaisir de vous accueillir donc pour notre cinquième webinaire du GRESM qui va nous être proposé par Pauline Lacoste sur la nature. Alors, on a déjà quelques petites choses à vous rappeler. Donc, le webinaire du GRESM vous sera accessible dans notre chaîne YouTube. Il sera également indiqué, vous retrouverez aussi la référence pour pouvoir vous y connecter dans la page GRESM de la NFE. Alors, nous vous invitons, bon, si vous êtes ergothérapeute, à penser à prendre votre adhésion en ergothérapie pour la NFE 2026, parce que la NFE nous soutient et c'est elle qui nous permet aussi de nous engager dans des projets comme celui de ce soir. Et puis voilà. Bah, écoutez, Et que la NFE défend notre métier auprès des instances gouvernementales et qu'on a et besoin que, d'eux, surtout et en ce qu'une, moment. et qu'une adhésion égale un ergo. Et que pour l'instant, la NFE représente à peine 10% des ergos, donc pas beaucoup de poids. Donc plus C'est-à-dire on sera qu'effectivement, d'adhérents, plus la NFE aura de poids pour défendre notre pour métier. nous représenter. Voilà. Donc voilà, eh ben, écoutez, on va laisser la parole à Pauline et c'est parti pour la nature. À toi, Pauline. Bonsoir tout le monde, bienvenue et merci beaucoup de me permettre de participer à cet événement et de partager en tout cas ma pratique actuelle et certaines connaissances. Voilà, donc en fait je m'appelle Pauline, je suis donc ergothérapeute depuis un an, un peu plus d'un an. Donc, je viens de la promo de Marseille de 2024 du coup. Voilà, dans cette première partie de présentation, je vous ferai un petit focus sur le mémoire de recherche que j'ai soutenu. Donc voilà, le mémoire d'initiation à la recherche en ergothérapie. Et donc, je vais vous présenter l'intégration de la nature en ergothérapie pour soutenir le rétablissement des personnes ayant un trouble psychique. Et sur une deuxième partie, je vous présenterai donc ma pratique, enfin l'atelier thérapeutique où j'ai exercé là pendant un an et ma pratique en ergothérapie sur ce lieu de travail. Et donc une petite phrase de Gary Snyder qui dit: La nature n'est pas un lieu que nous visitons, elle est notre lieu de vie. Je n'arrive pas à passer le PowerPoint. Ok. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, super. Donc, les premiers questionnements à ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans, et donc je me suis questionnée sur les ergothérapeutes en santé mentale. Est-ce qu'ils utilisent des thérapies basées sur la nature? Et à ce moment-là, lesquelles, comment et pourquoi, avec qui? Quels sont les avantages, les inconvénients, les bienfaits? Comment est-ce qu'ils les réalisent? Est-ce qu'ils les mettent en place? Et du coup, quelles évaluations en ergothérapie sont utilisées dans cette pratique? Et est-ce qu'il existe du coup des formations spécifiques voilà, dans ce genre d'activité thérapeutique liée avec la nature? Donc, à l'origine, mon mémoire est porté sur voilà, la question principale, c'était comment la nature s'intègre comme médiation thérapeutique pour favoriser le rétablissement des personnes ayant un trouble psychique. Donc à ce moment-là, voilà, on met plutôt en place le concept de médiation thérapeutique. J'axe aussi sur le rétablissement. Donc voilà, plutôt en réhabilitation psychosociale et donc focus sur les personnes qui ont un trouble psychique. Et donc, au début, on resitue un petit peu le contexte. Donc déjà, l'origine de l'ergothérapie, qui est née du coup au début du XXe siècle, et donc l'utilisation thérapeutique de l'activité qui est intégrée dans les institutions de soins et donc les hôpitaux et les fermes attenantes. Il y avait donc déjà une activité par, en tout cas, le jardin ou tout ce qui était lié aux fermes. Bien sûr, dans notre activité, on parle de personnes, environnement et occupation, donc dans sa globalité. Et surtout, voilà, on réalise qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en burn-out et la dépression. Voilà, tout ce phénomène-là s'accentue. Ça touche une personne sur 8 et ce phénomène augmente depuis le Covid-19, depuis la pandémie. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent, c'est 109 milliards d'euros. Voilà, en termes de santé mentale.
Et donc, les actions recommandées par l'OMS, une des actions, bien sûr, ça a été la transformation des environnements influençant la santé mentale. Et donc, du coup, dans ce mémoire de recherche, on rassemble beaucoup d'articles scientifiques. Donc là, on va dire que c'est un condensé, et j'ai essayé de synthétiser au mieux toutes les informations que j'ai reçues à ce moment-là de divers articles, dont je citerai quelques noms plus tard pour les plus grosses, en tout cas, recherches. Mais on va dire que voilà, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est l'impact positif de la nature sur l'humain, sur nous. Donc, il y a eu des études de comparaison entre les environnements verts et les environnements bleus, donc plutôt la forêt ou plutôt l'océan, la mer. Et donc, en fait, ils auraient des effets similaires et tout ceci stimulerait des circuits cérébraux au niveau de notre cerveau. Il y a aussi un fonctionnement au niveau de la pleine conscience. Par exemple, le mouvement des arbres quand on marche, les odeurs qui nous font appel à nos sens. Et en fait, tout ça, ça amène un phénomène de réduction de stress et d'augmentation de l'attention, et donc ça favorise la concentration. Ça diminuerait aussi l'état de rumination et ça favoriserait du coup des idées plus claires. Et donc aussi au niveau donc cellulaire, là, ça augmenterait des lymphocytes T et des cellules NK. Et ceci, ça agirait pour une meilleure protection immunitaire par le simple fait de se déplacer, de se mouvoir dans la nature, simplement dans la forêt, ou ne serait-ce que d'aller au bord de la mer pour y marcher aussi. Alors, au niveau quantitatif, on va dire, pareil, il y a plusieurs choses qui se disent, mais on va retenir à peu près qu'il faudrait passer 30 minutes par jour à l'extérieur, qu'à partir de 2 heures de marche, on commence à avoir ces effets positifs sur nous, et également des bains d'eau froide sont recommandés pour, en tout cas, l'activation de ces fameuses cellules. Il y aurait aussi quelque chose au niveau des résineux, mais bon, voilà, c'est plus poussé après au niveau des recherches, quoi. Et donc, en fait, tout ça aussi, ça a mis en lumière au niveau des articles les préoccupations actuelles. Donc, j'ai beaucoup lu d'articles sur l'éco-anxiété, enfin ce phénomène d'éco-anxiété. Il y a eu des rapports effectivement de faits aux États-Unis comme quoi on passerait 90% de notre temps en intérieur, et que tout ça, en fait, bah, c'est quand même dans notre origine, quoi. On a un lien avec la nature qui tient sur la survie et voilà, la présence d'eau, d'espaces ouverts, d'alternance de jour et de nuit. Tout ça, eh ben, ça favorise en tout cas notre bien-être physique, psychologique et social, tout ce qui est lien en tout cas avec la nature. Ça favoriserait aussi notre résilience et ça favorise aussi la reconstruction personnelle. Et c'est souvent négligé par contre par la santé publique. Donc au niveau des recherches les plus emblématiques, on va dire, de ce genre de thématique, il y a donc, en fait, elles sont assez récentes déjà. J'ai été surprise de constater que les recherches dataient des années 80. Alors que bon, on pourrait penser que c'est plus que ça. Et donc voilà, Ulrich, lui, fait une étude au niveau de l'hospitalisation et il constate que quand il y a une vue, en tout cas sur un arbre ou sur quelque chose de nature dans la chambre d'hôpital, et ben il y a une diminution du temps de convalescence. Ensuite, voilà, Ulrich, il est architecte du coup maintenant. Donc Kaplan et Kaplan, eux, ils font une grosse recherche aussi. Donc ils cherchent le lien entre la santé mentale et le fait d'être en proximité des voies d'eau, et ça favoriserait donc la restauration de l'attention. C'est le résultat. Gessler, lui, c'est au niveau de la réduction de la fatigue mentale. Et ensuite, il y a eu plus le lien avec les TDAH, réduction de l'hyperactivité au niveau des enfants. Et plus récemment, donc, ça réduirait la solitude et ça augmenterait la satisfaction de vie. Il y a eu bien sûr beaucoup de nouvelles recherches effectuées durant la pandémie Covid-19. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Je vais donc vous parler des outils. Donc là, il s'agissait plutôt d'interroger des ergothérapeutes qui pratiquent des activités liées à la nature et du coup le recueil de leurs pratiques et de leurs connaissances. Donc, les différentes thérapies qui ont été répertoriées, thérapies basées sur la nature qui ont été répertoriées,
Ce sont donc les jardins thérapeutiques, ce qu'on appelle l'ortithérapie, qui favoriserait le mieux-être émotionnel, sensoriel et physique. Il y a également des marches en forêt qui s'appellent Shirin-yoku au Japon et sylvothérapie en France. Donc la marche aurait des bienfaits préventifs et curatifs, comme on l'a dit, améliore l'immunité, réduit le stress, favorise la santé mentale, la réflexion, la relaxation, la communication. Mais aussi la médiation animale et l'équithérapie, la zoothérapie, donc l'interaction avec des animaux, surtout au niveau des compétences émotionnelles, sociales et aussi pour la santé mentale, bien sûr. Tout ce qui va être les thérapies par l'eau et en divoile, donc l'eau comme un cadre de contemplation de la nature et d'exploration entre la relation et les individus et la mer. Donc tout ce qui va être voile, nage, plongée, canoë-kayak, relaxation dans l'eau pour améliorer le bien-être. On découvre aussi l'hypna, l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Donc là, c'était plus dans les articles de recherche, effectivement. Et donc, il s'agit de techniques d'accompagnement de groupe. Donc, elle est née, cette technique, ce programme au Canada, au Québec. Et donc, eux, ils utilisent la nature et l'aventure à des fins d'éducation, de développement, de thérapie, de prévention et de réadaptation. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc, ça va être des randonnées, des camps, de l'escalade, du kayak. Voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir une légère prise de risque, mais contrôlée. Et donc, le land art qu'on connaît à peu près tous, donc plus au niveau de la création artistique de matériaux, à base de matériaux naturels, qui encourage plutôt la créativité et le bien-être émotionnel. Et donc, les plus utilisés en France, en tout cas par les ergothérapeutes, ce sont les jardins thérapeutiques et les marches en forêt. Et celles qui ne sont pas du tout ressorties, c'est l'hypna. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les effets observés sur le rétablissement en réhabilitation psychosociale. Et donc, ce qui est ressorti, ça a été un apport, en tout cas pour ces personnes, d'un sentiment d'utilité, d'appartenance, surtout d'appartenir, oui, à un groupe, de la valorisation, on se dépasse, on renforce les liens, on se détend aussi parfois. Et aussi au niveau du sens, du sentiment de plaisir, de satisfaction, parfois des reconversions professionnelles. Et voilà, c'est des temps d'observation et d'entraide mutuelle très intéressants. Donc voilà, pour l'apport du mémoire, il a été dit aussi que c'était plutôt facile d'instaurer en tout cas un jardin thérapeutique au sein de l'établissement, ou en tout cas d'avoir des liens avec des jardins extérieurs, ou d'aller faire des marches dans des endroits naturels. Et donc il y a eu un consensus sur le potentiel thérapeutique au niveau de tous les troubles psychiques. Alors par contre, sauf au niveau des crises suicidaires ou des comportements agressifs, donc quand l'État ne le permet pas encore, il faut parfois attendre aussi et pas être dans cette phase-là pour pouvoir accéder à ces activités. Aussi lorsqu'il y a des risques de chute au niveau des déplacements, ou alors trop de désorganisation psychique. Donc ça comprendrait un trop grand danger avec les outils pour soi, pour les autres. Voilà. Par contre, au niveau de l'intégration des approches en ergothérapie, il y aurait donc des solutions complémentaires et efficaces, et c'est surtout la collaboration professionnelle qui est possible et qui est très intéressante justement sur ces lieux. Au niveau de la recherche, il y a un besoin supplémentaire. En tout cas, mon échantillon, effectivement, vu que c'est un exercice, était trop petit, et qu'il n'y avait pas de données probantes suffisantes en ergothérapie à ce jour. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut que ce soit une activité signifiante pour la personne. Si ça ne l'est pas, c'est un problème. Et qu'il y ait la définition des objectifs clairs et précis, en fait. Voilà. Et donc, dans l'ensemble, ces thérapies, elles nous font penser surtout à un lien à soi, à l'autre et au vivant, et surtout un retour à l'essentiel. Donc pour moi, c'était ma nouvelle identité professionnelle, étant en reconversion également à ce moment-là. Et donc, ça a vraiment éveillé en moi une passion, ce qui m'a permis d'accéder du coup à cet emploi après directement. Donc d'intégrer en tant qu'ergothérapeute une équipe qui exerce effectivement dans la nature et propose diverses activités, en tout cas en lien avec la nature.
Donc, oui, rester humble face aux nombreux aspects encore à appréhender, parce que voilà, il y a le côté un peu passion et mon intérêt, en tout cas pour ces activités, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre après sur le terrain et dans la mise en pratique et sur tout ce qui peut se passer. Donc, les formations sont intéressantes et l'éveil professionnel aussi. Donc, au niveau du contexte professionnel actuel. Donc, j'ai travaillé à l'atelier thérapeutique. Pour vous situer, cet atelier thérapeutique, il est donc, on va commencer par le début. Il s'agit d'un centre hospitalier psychiatrique à Marseille, dans le 15e arrondissement, donc centre hospitalier psychiatrique des quartiers nord. Dans cet centre hospitalier, il y a donc l'URSS, donc en intra, l'URSS qui est l'unité de remédiation cognitive et d'évaluation. Voilà. Et c'est surtout le pôle réhabilitation psychosociale de ce centre hospitalier. Donc l'objectif de ce pôle, c'est d'améliorer les fonctions cognitives, mais pas que, aussi la santé mentale, bien sûr, et les projets de la personne, et donc pour qui des personnes avec un handicap psychique impactant la vie quotidienne. C'est donc un suivi individualisé, et il y a donc un plan co-construit selon les objectifs du patient. Alors, pour vous expliquer brièvement, les personnes viennent par elles-mêmes ou sont parfois orientées, en tout cas, voilà, par des médecins ou autres personnels. Donc, ils ont un volet d'évaluation qui va être passé sur 3 rendez-vous par une équipe pluridisciplinaire. Et donc là, il y a des psychiatres, des neuropsychologues, voilà, toute une équipe qui font passer ces volets d'évaluation, donc psychiatrique, neuropsychologique, fonctionnel et psychologique. Et donc, soit les personnes décident d'intégrer uniquement un programme de remédiation cognitive au sein de l'URSS, soit au retour, en tout cas, de ce bilan qui est remis à la personne, il leur sera proposé aussi des activités thérapeutiques ou du sport ou la cafétéria ou de travailler à la cafétéria dans le centre hospitalier. Donc, je vous donne un exemple. Un patient qui a des difficultés cognitives, enfin une personne en tout cas qui a des difficultés cognitives en lien avec sa santé mentale, qui souhaite intégrer une formation et donc il peut avoir une remédiation ciblée et des mises en situation concrètes à l'atelier thérapeutique qui lui sont proposées également. Donc les personnes peuvent aussi participer aux deux en même temps. Pour ce qui est de la remédiation cognitive, donc moi je n'ai pas travaillé dans ce programme-là à l'atelier thérapeutique que je vous expliquerai après, mais pour simplement que vous ayez une vision un peu de la structure et de son fonctionnement. Donc déjà, la remédiation cognitive, c'est une thérapie qui dure environ 1 mois et qui vise à améliorer les fonctions cognitives de la personne, donc la mémoire, l'attention, et de manière progressive en lien avec les objectifs fixés par cette personne. Les objectifs donc de ce pôle, c'est de du coup développer ses fonctions cognitives, d'améliorer les relations sociales et décrypter les émotions, d'apprendre à vivre avec ses troubles et de gagner en autonomie et en confiance en soi. Donc les axes réhabilitation psychosociale pure. Au niveau des programmes de remédiation cognitive, donc ils utilisent RECOS, CRT, RC2S. Il est également proposé, donc là c'est plus de la remédiation cognitive mais de la psychothérapie, donc des TCC et une autre psychothérapie qui s'appelle MERIT, des entraînements aux habilités sociales et aussi donc 2 job coachers, qui sont donc eux spécialisés dans l'accompagnement vers l'emploi des personnes handicapées. Et aussi donc voilà des prises en charge psychocorporelles si souhaité. Au niveau de l'équipe, donc on a des ergothérapeutes, les job coachers, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des neuropsychologues, un médecin bien sûr, un médiateur de santé pair, une psychomotricienne, une assistante sociale et une secrétaire. Et donc les structures associées à ce pôle URSS en découle donc l'atelier thérapeutique de la Belle de Mai, qui lui est extra-hospitalier, se trouve au niveau du quartier de la Belle de Mai de Marseille. Il est donc aussi proposé de l'éducation thérapeutique aux personnes, d'intégrer la cafétéria du centre hospitalier, d'intégrer le service des sports du centre hospitalier, mais aussi en lien avec le SAMSA et des permanences UNAFAM. Pour ce qui est de ces volets d'évaluation au début, donc au niveau de l'URSS,
pour vous les cibler davantage. Au niveau neuropsychologique, ils ont un test de performance attentionnelle qui s'appelle TAP. Voilà, donc c'est les neuropsychologues qui font passer ces évaluations. Les ergothérapeutes font passer les LADEB, donc l'auto-évaluation des difficultés et des besoins. Et après, il y a d'autres volets d'évaluation sur le bien-être mental, sur l'autostigmatisation, sur l'estime de soi. Voilà. Et donc, toutes ces évaluations forment après un plan de suivi individualisé et la synthèse sera remise à la personne dont les vœux possibles estimés à lui proposer, adaptés à son projet, à ses difficultés et à ses besoins. Et la personne va donc choisir de s'inscrire à ce qu'il souhaite faire. Donc, quand la personne choisit d'intégrer l'atelier thérapeutique de la Belle de Mai, ils se rendent donc dans le 3e arrondissement de Marseille, où on l'accueille donc via un rendez-vous. Et à ce moment-là, on fait connaissance dans un premier temps, on échange sur les besoins de la personne, quel est son intérêt, enfin voilà, s'il y a un projet particulier déjà d'établi. Ensuite, on lui fait visiter l'atelier. Et après, on lui propose effectivement diverses activités que je vais vous proposer plus loin. C'est donc un atelier qui utilise l'activité, principalement les jardins, mais aussi d'autres activités comme des supports thérapeutiques. Et on évalue aussi, du coup, dans le parcours, un peu plus tard, les capacités des usagers. Et donc après, on co-construit un projet personnalisé, toujours en lien avec l'URSS, avec l'autre pôle, qui ont des référents de part et d'autre, en fait. Voilà. Et c'est les temps de réunion qu'on a en commun où après, on transfère un petit peu les acquis, l'évolution de la personne. Donc, l'activité thérapeutique, on propose un planning toute la semaine et là, les personnes choisissent s'ils veulent s'inscrire à une activité, plusieurs activités. En général, au début, on commence tranquille et après, s'ils souhaitent découvrir d'autres choses, on modifie le planning sans problème. Donc, les activités, ça va être de la retape de meubles, des meubles qu'on nous donne, qu'on récupère et du coup, on les reloupe, on les retape, on les repeint. À l'intérieur de l'atelier, du coup, on a des espaces prévus pour avec l'équipement nécessaire. On a également une grande cuisine avec des activités de cuisine et donc des activités à 50% du temps de la semaine, donc jardinage dans des espaces verts que je vous détaillerai plus loin. Il y a également l'atelier BBC Brico Bois et compagnie. Donc là, c'est vraiment plus de la menuiserie avec du bois neuf où on construit un objet, un meuble à partir de bois. L'atelier confection, donc qui est l'atelier couture et l'atelier informatique. Et donc, cette partie, je vais vous parler de ma pratique à moi en tant qu'ergothérapeute dans cet atelier thérapeutique. Donc, en proposition d'intervention en ergothérapie, selon l'outil PM, donc ce que j'ai utilisé, moi, ça m'est arrivé en tout cas d'utiliser l'AERS, pas pour tout le monde, mais parfois, j'ai trouvé intéressant de l'utiliser. Bon, après, voilà, ça va être des cartes, on va dire, à utiliser plus dans le groupe pour faire, voilà, faire ressortir un peu des ressources, en tout cas des états d'humeur ou d'émotion de la personne. J'en ai plusieurs, mais c'est un exemple, en tout cas, les cartes valeur ajoutée. Et en termes d'évaluation, j'utilise principalement l'outil Moost. Donc voilà, cet outil, si vous ne le connaissez pas en tout cas, il permet de mettre en évidence les forces et les limites et surtout comment on peut avoir des leviers de changement avec la personne. Donc, il nous permet d'avoir un focus sur son état de motivation, tout un volet sur l'organisation, les habiletés de communication, opératoire, les habiletés motrices qui sont intéressantes aussi, et donc de l'environnement. Et tout ça, ça évalue la participation occupationnelle de la personne. Donc, je l'utilise quand moi j'observe la personne et du coup je le remplis pour mon point de vue de ce que j'observe chez cette personne-là, mais parfois je l'utilise aussi comme outil d'auto-évaluation. Où du coup, quand les personnes ont un niveau suffisant pour en tout cas le comprendre, on le voit ensemble à ce moment-là et je peux proposer des fois 3 temps, on va dire, enfin ça dépend, mais voilà, en tout cas, il permet de réévaluer aussi par la suite et d'avoir un temps en tout cas avec la personne pour définir des objectifs aussi précis, clairs, voilà, qui conviennent sur les axes et les points qu'il souhaite améliorer durant son temps à l'atelier.
Donc moi, sur mon temps de travail, je faisais partie effectivement de l'équipe qui était donc 50% dans la nature. Sur ces temps-là, les activités en tout cas spécifiques me concernant que j'ai pu proposer toujours en collaboration avec d'autres professionnels, donc souvent éducateurs spécialisés ou un autre ergothérapeute. Ça a été donc la création de bougies à base de fleurs séchées qu'il a fallu récolter, faire sécher et après de créer en tout cas ces bougies. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il faut quand même, ça permet de la patience, un petit peu voilà, du contrôle de l'inhibition, de la transformation et de la créativité. Un herbier en cyanotype. Alors, le travail de l'herbier, en tout cas dans la nature, il permet de travailler déjà la mémorisation. Il faut donc récolter, certes, chaque plante, mais il faut savoir les reconnaître, savoir desquelles il s'agit, inscrire, noter tout ça sur le terrain il s'agit de cette plante-là, aller prendre les informations et donc les retenir après à l'avenir. Et on en faisait après tout un travail effectivement de titres et après d'impression, donc en intérieur à l'atelier. Et ce genre d'articles-là, en tout cas, enfin, de l'herbier et des bougies séchées, sont revendus après lors d'un marché. Voilà. Donc c'est une activité qui a plu quand même et où il y a eu un relais, en tout cas, parce que c'est des ateliers qui sont longs. Qui peuvent durer plusieurs mois. Il y a de la récolte, il y a du séchage, il y a après reconnaître les plantes, écrire quelle méthode on va utiliser. Tout est co-construit en fait aussi avec les personnes, donc elles peuvent s'étaler sur plusieurs mois parfois et être très intéressantes parce que tout le monde va pouvoir y participer à un moment donné, voilà, dans le parcours. Bien sûr, les activités phares du jardin, donc les récoltes, le séchage, des récoltes aussi parfois, la mise en conditionnement. Donc là, ça fait travailler l'entraide, l'organisation, la responsabilisation, la valorisation des personnes. Voilà, le travail du groupe dans toutes ces activités-là sont très intéressantes. Les semis, donc on vient aussi semer ou planter des arbres. Et donc là, c'est un lien spécifique quand même entre la nature, effectivement, et la personne qui se crée. J'ai instauré aussi un lambris-compost à l'intérieur de l'atelier thérapeutique. Donc, on a voulu tenter cette expérience. Bon, déjà dans le principe, on va dire, de gestion des déchets et comment est-ce qu'on peut avoir un engrais, en tout cas naturel, pour l'entretien aussi des jardins. Et voilà, c'était intéressant aussi d'avoir l'attrait pour le prendre soin des vers et de quelque chose de vivant au sein de l'atelier. Et voilà, donc après, pareil, pour tout ce qui est en termes d'entretien des espaces verts, mais là, par contre, ça va être des plus grosses œuvres, on va dire, de la plantation, mais des grosses plantations d'arbres, de l'arrosage, de la grosse taille aussi d'arbres, parce qu'il peut y avoir du débroussaillage, et là, il y a vraiment du dépassement de soi, surtout quand on met une débroussailleuse voilà, sur une femme, par exemple, il peut se passer aussi des choses extraordinaires, et en tout cas, une capacité d'attention à ce moment-là qui est très intéressante. Donc les différents terrains, en tout cas en nature, sur lesquels on allait, en général c'est sur la demi-journée, du coup, hein, sur un minimum de 2 heures, voire 3. Il y avait donc le parc Pigala, qui est un parc public habituellement, mais qui est fermé au public en ce moment, voilà, exceptionnellement, mais voilà, c'est plutôt un terrain en tout cas qui appartient à la mairie comme parc. Et là, on collabore avec les patients d'un CATTP. Donc, c'est des activités très intéressantes de croiser aussi, voilà, d'autres, en tout cas, d'autres collègues, d'autres équipes. Voilà, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, le fait de se retrouver une fois par semaine pour, en tout cas, entretenir ce parc où ça va être du ramassage de feuilles, des déchets. Là, bon, en tout cas, c'était un herbier aussi, mais en peinture. Enfin, voilà, où diverses activités peuvent être proposées. En dessous et tout autour, en fait, là, vous avez donc la pépinière, par contre, qui se trouve dans l'hôpital. Donc, il y a toute une parcelle qui a été réalisée complètement par les personnes de l'atelier thérapeutique. Cet atelier, il a 10 ans. Donc, du coup, voilà, ça fait 10 années qu'elles ont créé ce jardin avec une éducatrice technique, bien sûr. Il y a une personne qui est formée, effectivement, à faire ce genre de création et avec donc les personnes qui se relaient sur le terrain pour continuer à l'entretenir et à l'améliorer. Donc c'était un terrain vierge, hein, à l'origine, il a été complètement créé, les bassins, les terrassements, les jardinières, voilà, et
tout a été intégralement co-construit. C'est-à-dire que si une personne décide de mettre des euphorbes à tel endroit, et oui, le projet, c'est de mettre des euphorbes à tel endroit, en fait. Et voilà. Donc, on essaye de tenir des projets communs, après de pergola parfois aussi, de stratégies d'amélioration, voilà, pour effectivement avoir un peu plus de plantes et que tout ça soit de plus en plus joli et agréable d'y venir. Comme il est en intra-hospitalier, il est aussi effectivement accessible pour les personnes qui sont hospitalisées. Donc, on a aussi parfois le passage de personnes qui sont hospitalisées et qui viennent aussi interagir avec les participants. Il y a aussi également, donc voilà, une autre facette du jardin. Là, ça va être des parcelles en collectivité. Donc, dans le quartier de la Belle de Mai, on y va à pied depuis l'atelier thérapeutique. Et là, c'est des chantiers collectifs. Donc, on a une petite parcelle et il y a d'autres parcelles autour de la nôtre. Et régulièrement, une fois par semaine, on se retrouve pour un chantier collectif sur ce lieu. Donc là, par exemple, voilà, bouturage des plants du jardin, plantation, voilà. Donc là, c'est une plus petite parcelle, mais c'est plutôt du lien avec les gens du quartier. Et après, un terrain dans les calanques. Alors là, les calanques, nous, c'est une réserve naturelle. Donc là, c'est une concession. C'est des personnes qui nous demandent d'entretenir leur parcelle de terrain sur les calanques. Et là, on peut expérimenter plutôt du travail de gros œuvres parce que c'est pour éviter les feux de forêt. Donc, il faut tailler, débroussailler, ensuite passer les branches dans une grosse machine pour que ça prenne pas feu plus tard dans la saison sèche, parce que nous, on a un peu un risque de feu quand même. Et donc là, ça ressemble plus à du travail en ESAT, effectivement, et entretien des espaces verts. Donc effectivement, les personnes qui intègrent notre atelier ont parfois des envies de reconversion ou de retourner dans cette activité qu'ils faisaient déjà, mais souvent, c'est déjà des idées de reconversion ou d'accéder à un ESAT en espace vert ou ce genre d'entreprise par la suite. Mais pas que. On a aussi d'autres personnes qui simplement aimeraient bien faire du jardin et parce qu'ils en faisaient avec les grands-parents, des souvenirs d'enfance aussi beaucoup, ou simplement parce qu'ils veulent découvrir ces activités en extérieur, voilà, le temps d'un moment. Au niveau du marché, donc du coup, nous, il y avait un peu des attentes productives quand même, hein, 2 petits marchés par an à l'intérieur de l'hôpital avec nos clients habitués et donc les nouvelles collections du moment selon les divers ateliers. Donc, pour nous, c'était du bouturage de plantes à anticiper pour les marchés, pour après mettre en pot et faire voilà des petits pots à la vente, vendre nos récoltes, bien sûr, tout ce qui a été séché dans l'année, donc le thym, la verveine, voilà, et donc voilà les fameuses bougies. Et alors là, c'est tout un travail et qui fait qu'on c'est vraiment la vie parce qu'en fait, tout le monde est stressé une semaine avant. Il faut organiser tout ça, les derniers préparatifs, retenir toutes les informations dans toutes les activités. Et là, donc, on a des personnes qui tiennent la caisse, qui vendent, qui sont à leur stand, qui expliquent comment ils ont fait. Et voilà. Et c'est vraiment un super travail qu'on finit souvent avec un bon repas. Et parce que du coup, on a créé donc une association qui permet de faire des ventes et qui donc rétribue les personnes à la fin. Donc, on fait 2 repas par an ensemble. Et du coup, il y a ce moment de rétribution de toute cette participation. Et donc oui, d'autres axes vraiment en ergothérapie qui peuvent être travaillés. Bon voilà, déjà il y a les diverses activités en intérieur à l'atelier thérapeutique. Donc tout le travail de cyanotype, c'est préparé en intérieur, tout le travail de séchage, de mise en conditionnement, voilà, et ça, c'est des temps aussi au calme où on apprécie d'être plus dans voilà des temps d'échange, des petits groupes, voilà, c'est très intéressant également. On fait donc voilà l'accompagnement de recherche de stage et d'orientation, bien sûr, en lien avec les job coachers, avec nos autres collègues effectivement de l'URSS. C'est souvent ce qui est demandé par ces personnes, c'est l'emploi quand même, c'est le travail. Donc là, c'est l'étape vraiment se remobiliser pour accéder à ça. Et on fait partie aussi des personnes qui peuvent proposer une évaluation de stage, aller voir les personnes sur le lieu de stage pour adapter quelque chose par rapport à une problématique de dos ou autre. Et en santé mentale aussi, bien sûr, du lien avec les autres dans le groupe, voilà, les horaires. Et donc, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et donc, on a réunion toutes les semaines pour co-construire tout ça.
Ça peut être aussi la co-construction de fiches de sécurité ou de modes d'emploi de matériel. Par exemple, l'utilisation de la scie circulaire ou de la débroussailleuse. Et ben, on va créer une fiche ensemble avec des images qui vous parlent pour savoir comment la réutiliser à l'avenir ou en tout cas voilà, éviter les risques à ce moment-là et mémoriser aussi les étapes, quoi. Mais aussi installer des pictogrammes dans le jardin pour savoir où est-ce qu'il faut arroser et s'en rappeler chaque semaine. Voilà, et aussi pour le lombricompost et comment l'entretenir et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans et ne pas mettre dedans. Bah, tout ça, on le fait ensemble en fait. On fait tout ensemble. Donc quelques freins, forcément, il y en a. Donc parfois les effets du traitement. Donc on considère que parfois ça peut amener de la fatigue ou des difficultés à initier des activités. On a aussi effectivement des personnes, pas toutes, hein, voilà, mais des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et là, c'est difficile pour eux de s'inscrire, de maintenir un planning, des horaires, voilà. Pour tout ce qui va être des troubles associés, c'est pour ça qu'on va adapter effectivement des pictogrammes ou vraiment répéter régulièrement des activités pour voilà, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre autistique. Et parfois, effectivement, peut-être des tensions psychiques, voilà, trop d'angoisse dans les grands espaces, avec des personnes plutôt atteintes de schizophrénie. Là, effectivement, le terrain des calanques, par exemple, avec ces grands espaces étendus, et ben voilà, ça symbolise quand même de l'angoisse parfois pour ces personnes, mais ça peut être aussi intéressant parce que c'est exprimé du coup, et ça va être aussi accompagné par le groupe, et ça, c'est très intéressant quelque part. Il peut y avoir la phobie des animaux aussi, s'il y a un chien errant qui passe, voilà, ça peut créer des phobies. C'est parfois aussi difficile de répondre aux objectifs spécifiques de tout le monde quand on a un groupe de 10 personnes, par exemple. Voilà, et parfois le climat, donc s'il pleut, s'il fait froid, mais voilà, en général, on s'en plaint pas trop non plus, c'est intéressant ce changement. Et donc, d'après eux, c'est quand même, voilà, il y a quand même une majorité de ces personnes qui s'y inscrivent, qui viennent, qui trouvent du sens et en tout cas qui trouvent un soutien. Ça, c'est sûr. Et donc, une petite phrase de David Thoreau qui dit la nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin, ne lui résistez pas. Ce qu'on arrive à travailler, par contre, et donc c'est le plus intéressant, c'est que du coup, nous aussi, on fait de la remédiation cognitive par l'activité. Donc, bien sûr, on travaille les fonctions cognitives, la mémoire dans chaque activité, l'attention, bien sûr, pouvoir la tenir, la perception, le langage, le raisonnement. On travaille aussi les fonctions exécutives, la planification, comment on s'organise dans cette activité, combien de temps ça va nous prendre, qu'est-ce qu'il nous faut, la régulation émotionnelle, voilà, qui est très souvent contrôlée par le groupe aussi, l'inhibition et la flexibilité cognitive. D'après ces personnes, en tout cas, les retours qu'on a le plus souvent, ils nous disent que ça renforce quand même leur estime d'eux, la confiance. Ils ne pensaient pas pouvoir faire ça des fois, et voilà, donc ça les encourage. Que ça améliore quand même leur équilibre psychique, hein. On se lève, on a des activités, voilà, faut être présent et on rumine beaucoup moins. Voilà, on n'est plus chez soi et il se passe des choses, on crée des liens. Et donc aussi le réentraînement aux habiletés sociales par un sentiment d'appartenance à un groupe et aussi voilà moteur et cognitif sur un calcul, sur tout ça, quoi. À côté de ça, j'ai eu l'occasion d'être bénévole. Alors, j'ai donc été bénévole là pendant 1 an aussi auprès d'une association qui se trouve à Marseille et qui propose de l'hypna. Donc, c'est là où je vous reparle de ce fameux hypna. Cette association, elle s'appelle En passant par les calanques. Elle est récente, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2021. Et donc, c'est de l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Ils proposent donc des randonnées dans les calanques, parfois des séjours de week-end, mais c'est surtout des randonnées à la journée, accessibles pour tout le monde depuis la ville, en fait. On se retrouve en transport en commun, dans un parc dans un premier temps pour se rencontrer, et ensuite dans la nature. Et alors, surtout, ce programme d'intervention, enfin, en tout cas,
ça m'a appris sur la posture de facilitateur. Parce que j'ai pu aussi faire une petite formation, enfin le premier volet de la formation, et il parle de posture de facilitateur qui permet en tout cas, voilà, l'écoute du collectif, l'expérimentation, de favoriser des conversations et l'émergence des bonnes réponses, solutions et actions. Et donc, c'est surtout se dépasser. C'est ce qui est recherché. Eux, ils parlent beaucoup du lien à soi, aux autres et à la nature. Pour faire bref, on se rencontre dans un parc, on s'organise, on co-construit la randonnée qu'on va faire. Donc, la prochaine randonnée, ce sera où, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut prendre, un sac à dos, des chaussures, de l'eau. On collabore, donc on s'échange les numéros de téléphone, on communique, on se retrouve sur place, on fait la randonnée ensemble. La randonnée, elle a un thème choisi au préalable par les personnes en début d'année, qui vont être tous conviés à une réunion, et chacun va choisir les thématiques des randonnées, souvent autour de la santé mentale, de la précarité, de l'environnement, voilà, de la nature, des émotions, voilà, plein de thèmes abordés tout au long de l'année sur ces randonnées. Et à la fin, ils ont une évaluation qui s'appelle la boussole de l'expérience. Ensuite, la semaine d'après, on peut se retrouver pour débriefer de la randonnée d'avant, pour programmer la prochaine. Et donc, la fameuse évaluation que j'ai pu utiliser surtout sur la pratique dans les calanques, mais même qui, en tout cas, permet de temps en temps, quand je la regarde, de la reformuler naturellement lors des activités en groupe, en nature, c'est la mise en transfert, voilà, de l'expérience, qui permet d'avoir, en tout cas, un feedback des ressentis des personnes. Et donc, on peut leur poser des questions sur leur comportement. Soit on l'a en fiche et ils la remplissent dans les cases, mais on peut très bien échanger oralement et se dire, au niveau du comportement, voilà, ce que vous avez fait, vos gestes, voilà, les actions, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pensez. Et donc, voilà, au niveau des sensations, est-ce que vous avez été fatigué par la randonnée? Est-ce que vous vous sentez au contraire plein d'énergie? Au niveau des pensées, donc qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête? Des pensées positives, négatives, des questionnements? Et au niveau des émotions, qu'est-ce que vous éprouvez après cette randonnée ou après ce temps passé dans la nature ou ce temps de travail avec la nature? Alors moi, je l'ai un petit peu modifié du coup aussi. Voilà, ça donne des variantes. En termes d'ergothérapie, nous, pourrait simplement échanger aussi sur le niveau d'engagement. Ce que je retiens là de cette activité, ce que je pourrais éventuellement reproduire. Sur ma motivation, qu'est-ce qui m'a donné envie de venir? Et aussi sur mon environnement, qu'est-ce que j'en pense? Effectivement, la nature, mais aussi les personnes, et aussi les outils, et aussi tout ça. Et au niveau de la participation, est-ce que je pense avoir réussi? Est-ce que je pense avoir réalisé ce que je voulais faire? Voilà, donc au niveau des formations, pour ceux qui souhaitent se former à ce genre de pratique, alors à ce jour, j'en ai pas fait beaucoup, mais je commence en tout cas à m'y intégrer un an après. Donc il y a le DU, en tout cas, mention santé et jardin de la faculté de médecine de Saint-Étienne, qui eux proposent, plus en lien avec les jardins thérapeutiques et la zoothérapie, des formations spécifiques pour les établissements de santé ou médico-sociaux. Je vous conseille aussi vivement, donc là, en tout cas, pour moi, c'est la prochaine que je vise, c'est faire cette fameuse formation de premier secours en santé mentale. Oui, effectivement, un des questionnements, c'est si la personne, elle décompense en pleine nature, j'aimerais bien être formée au mieux quand même, même si je sais qu'on est une équipe et que, voilà, là, c'est sûr qu'on n'est jamais tout seul. Donc voilà, mais je pense qu'elle est évidente, cette formation dans ce genre de pratique. Donc j'ai aussi découvert le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées au Québec, donc sur cette fameuse IPNA. Et il existe aussi, donc cette formation IPNA, elle existe aussi en Belgique. Et donc, bien sûr, cette thématique, elle m'a permis de découvrir aussi la formation qui est proposée par Ergolib sur pratiquer l'ergothérapie en plein air. Quelques lectures. Si ce sujet vous intéresse, c'est ma top liste, en tout cas du moment, et des lectures que j'ai continué après par la suite pendant toute cette année de pratique et qui vient nourrir petit à petit, voilà, tout cet abord entre la santé, l'homme et la nature. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
été un petit peu longue, désolée. Et donc, on peut se donner un petit peu le temps de lire les métaphores là sur Tout à fait, voilà. Un petit temps de silence. sur les petites pousses là qui sont très intéressantes. Bah écoute, merci beaucoup, Pauline, de ton Ben, merci à explication. vous. Merci beaucoup, Pauline. Mm. Merci. Merci à vous. J'espère Euh, que c'était pas trop Ouais. dense. Voilà, vous allez me dire maintenant. Mm. hyper bien la bibliographie et les formations. Oui, Je pense que c'est hyper précieux, ça. Vraiment, Mm. merci beaucoup. lire dessus, Merci pour ce partage, ouais. Mm, Mm. 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 C'était bien, c'était pas trop dense et c'était intéressant d'avoir aussi le contexte au niveau du travail et tout, donc c'est bien. oui. Oui, là, c'était vraiment Mm. spécifique à ma pratique. Ouais. Mm. Ouais, Mm. ouais, et au niveau de la Oui, en plus, formation, je trouve que ça nous fait découvrir effectivement toutes les possibilités de travail dans la nature. Il y en a plein que moi je n'imaginais pas, que je ne connaissais pas. C'est super intéressant. Mm. Je crois Ah que tu as oui. coupé la parole à Sophie ou à quelqu'un, je sais pas. oui, non, c'est pas. Euh, Pauline, du coup, tu parlais d'une formation que tu as fait. Tu as commencé une première partie de la formation hypno. Comment? Oui. J'ai commencé effectivement la première partie de l'IPNA à Marseille. Ils ont pu effectivement commencer à dispenser sur une journée. Et voilà, après, si on veut continuer vraiment, ils vont continuer à en proposer sur d'autres niveaux. Mais après, effectivement, si on veut le DE, ce serait d'aller au Québec, quoi. Ouais, Voilà, donc c'est plus le même projet. ouais, ça. Bah, c'est comme le DU jardin et santé, mais moi j'avais regardé, mais il était sur une journée tous les mois. Enfin, voilà, ça faisait. Oui. Ouais, ouais. C'est pas mm, facile au niveau logistique, mais il est chouette et intéressant. mm, Ouais, après, je pense qu'il est plus accessible, celui-là, mais il y a aussi effectivement la formation d'Agathe de Chassé-Parzy Mm. en collaboration, là, qui est très intéressant en France et accessible, je pense, dans les médias aussi, quoi. Mm. mm. Pauline, j'ai une question très clinique, moi. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu disais, le jardin, il y a quand même des contre-indications. Mm. Et tu parlais des personnes suicidaires. Ouais. Est-ce que tu... Pourquoi, en fait? J'arrive pas, moi, à voir le lien. Parce qu'on a quand même des outils et parce que ça veut dire qu'on n'a pas une personne stabilisée, en fait. Nous, on essaye quand même d'œuvrer avec des personnes qui ont un minimum de stabilité psychique. Après, ça, c'est pas nous qui décidons. De toute façon, c'est les médecins, psychiatres, voilà, qui sont en lien, quoi. Ça m'est pas arrivé là sur l'année de pratique, mais c'était le retour des ergothérapeutes dans leur pratique, en tout cas. Voilà. Ouais, enfin, Et c'est toujours les questions qu'on a sur est-ce que la personne, elle va se mettre en danger pendant l'activité ou pas avec les outils. Mais mm, Mm. mm. normalement, si on a un cadre thérapeutique suffisamment solide, il n'y a pas, Bah, parce que moi, je sais que... Alors moi, pardon, hein, je vais te choquer, mais moi, travailler la terre, pas trop. C'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Et j'avoue que quand je le fais, ça fait un bien fou, quoi. Et je me dis, quand on est très déprimé, quand on traverse des périodes, j'ai quand même le sentiment de gratouiller la terre, ça fait du bien quand même. mm. Et on peut gratouiller la terre sans outils qui blessent, en fait. Oui, mais je pense que ce serait proposable, mais dans un autre contexte, du coup, comme. Texte, ouais. 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 Bah, voilà. Mais effectivement, pareil, toujours au niveau de l'environnement, hein, peut-être un espace un peu plus sécurisant, quelque chose de, Mm, effectivement, voilà, désherbé, des choses comme ça, oui, ce mm, serait faisable. Mais certainement que des personnes hospitalisées viennent mm, et le font, hein, sans nous, hein, c'est mm, mm, possible, c'est mm, sûr, Mm. mm, mm, effectivement. mm. Mais, ouais. Et Sophie, tout à l'heure, tu nous partageais, avant qu'on commence, que toi, tu as une pratique aussi dans ce domaine. Oui, moi j'ai une pratique plus en lien avec les enfants, en lien avec le trouble du neurodéveloppement et du coup en plein air. Donc j'ai associé ça avec tout ce qui est intégration sensorielle et je me suis formée à la pédagogie par la nature avec un groupe aussi qui sont sur la pédagogie nature adaptée, enfin sur des forest schools adaptées pour accueillir du coup des personnes avec des besoins spécifiques, quoi, plus orientés enfants, mais voilà, j'ai les parents qui me disent, mais moi j'aimerais bien aussi faire. Mm. Donc voilà, après on fait des temps aussi parents-enfants. Moi je fais aussi des temps comme ça. Donc voilà, oui, après moi, voilà, par rapport à l'intégration sensorielle, c'est que du coup on fait tout en intérieur alors que il y a tout ce qu'il faut dehors et que la nature, elle va agir aussi toute seule, indépendamment que nous on fait. Donc il y a beaucoup plus d'apports
que juste notre présence et la présence du matériel. Il y a plein d'autres choses qui se passent, donc c'est Mm. vraiment chouette Mm. ce contact. Et puis après, quand c'est du plaisir aussi de faire avec la personne, quand c'est une activité qui est signifiante et qui nous fait plaisir, du coup, je pense que ça transmet aussi beaucoup aux autres. Mm. Moi, j'ai aucune expérience de choses comme ça, parce qu'effectivement, je bossais en intra-hospitalier. Juste à la fin, dans le secteur un peu, le secteur fermé, il y avait une aide-soignante, parce qu'en plus, je ne faisais qu'y passer 2 fois dans la semaine, donc c'était un peu compliqué de mettre en place des choses qui demandent autant de temps. Et il y a une aide-soignante qui a commencé à proposer de prendre soin de quelques plantes dehors, et effectivement, c'était une vraie soupape, de sécurité, de sortie et d'aération pour les personnes, qui étaient en... Alors, même si le jardin était clos, même si le jardin était petit, ils étaient tous très, très attentifs à aller prendre soin des plantes, voire à avoir quelques tomates quand c'était l'époque, quoi. Donc, mm, Ouais, ouais, c'est une vraie valorisation. Enfin, c'est vraiment un Mm. moyen de faire du lien, quoi, hein, Et ouais, quand on prend soin de la plante, enfin, j'interviens aussi sur un jardin avec des adultes, et quand on prend soin de la plante, enfin, on prend soin de soi. On est aussi là beaucoup plus présent, attentionné, et ça a tendance aussi à plus vider la tête. Parfois, les personnes me disent, mais je marche, mais j'ai toujours le ruminement, le cheminement qui est dans la Mm. tête. Et quand on est attentionné, il faut être précis, il faut faire attention, qu'est-ce qui va être le mieux pour la plante, ça. On est vraiment centré sur la plante, mais dans le Mm. prendre soin. Et du coup, on prend soin aussi de nous, quoi. mm, Et là, c'est vrai que je suis sur une formation là, au niveau de la Normandie sur la santé environnement, et donc aussi sur une seule santé. Et le fait de prendre soin de sa santé, de prendre soin de la plante, on prend soin aussi de la planète. Enfin, voilà, il y a tout, on prend soin de la nature, il y a tout ça qui est lié et qui anime en nous, je pense, des choses très, oui, je pense que ça prend soin du très thérapeute. profondes. Et Et que du terrain. c'est un bon moyen, bah ouais, voilà, quand on parle des burn-out et tout ça, je pense que c'est aussi un bon moyen pour le thérapeute de profiter de ses bienfaits aussi. Et, Mm. et tu as parlé aussi à un moment donné d'éco-anxiété. Est-ce que dans les personnes que tu as accompagnées, tu l'as ressenti ça? Eh ben non, Non. non, Ouais. très peu. Voilà, vraiment très peu. Ouais. Non, parce que déjà, au niveau culturel, on a des personnes qui ont des variétés de culture entre les uns et les autres, voilà, qui font qu'on n'a pas tous le même lien, en tout cas, avec la nature ou ce côté éco-anxieux de ce qu'on peut avoir nous, par exemple. Et voilà. Mais après, bon, bah, quelques-uns, mais c'est pas la problématique la plus importante, quoi, on va dire. Il peut y avoir des échanges là-dessus, mais Bah, c'est-à-dire que les personnes éco-anxieuses, elles vont pas forcément passer par un dispositif comme l'URSS. Ça va plus des consultations psycho, je pense, en libéral, probablement. Enfin, Mm, je vois plus des personnes névrosées décompensées sur ce mode-là que... mm, Non, mm. enfin, je sais pas. mm. Je sais pas le public, d'ailleurs, qui a accueilli à l'URSS. J'en sais rien, en fait, mais... Et ben, toute personne qui a un problème de santé mentale, qui Ouais, souhaite se remobiliser. ouais. Mais ouais, est-ce que les personnes Alors, éco-anxieuses, tu vois, vont aller sur ce genre de dispositif? C'est pas sûr, pas encore, en tout cas. ouais. Plus le TDAH adulte, il peut y Mm, avoir, mais mm, ils intégraient, en tout cas, enfin, il y a eu tout un groupe qui a intégré là plus récemment la partie URSS du coup, donc voilà, qui mm, commençait peut-être à se profiler vers l'atelier mm, thérapeutique, et je pense que ça va changer justement un mm, peu. mm, Mais c'est ce qui a aussi, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe il varie hein, entre les entrées et sorties de chacun. mm, Voilà, on a souvent un noyau, mais il y a des personnes qui tournent autour et des profils qui changent. Et on réadapte bien sûr en permanence les activités en fonction, enfin, comme on le fait avec toute activité, mais bon voilà, mm, c'est mm, pas non plus linéaire quoi. Euh, voilà. Oui, puis j'aime beaucoup, moi, tous ces mélanges que tu montres là, en termes d'inclusion, c'est avec des gens de la CATTP, c'est des gens de Mm, l'hôpital qui passent, mm, c'est des gens du quartier, enfin, c'est vraiment mm. quelque chose, et c'est vraiment quelque chose de fluide et dans des tas d'interstices, dans des tas d'endroits, dans des tas d'environnements variés, c'est assez Ouais. génial ça. Puis alors, ce que j'adore aussi, moi, c'est ta boussole là. ouais. Ah oui, c'est ouais, un chouette outil. Non, non, c'est vrai que Ouais.
Ouais. On a le droit de te piquer l'idée ou pas, hein? Bah, elle ne m'appartient pas, hein. Il y a un Ouais. petit truc en bas qui dit c'est l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Mais bon, moi, je l'utilise, donc voilà. Je pense Parce que que même moi, je trouve qu'en dehors de médiation nature ou de rapport à la nature, je trouve qu'elle est super intéressante en fait comme moyen d'accompagner un peu le processus volitionnel là, du MOH en fait, de comprendre son expérience là dans ce qui vient de se passer. Hein. Oui, puis effectivement, moi, ça me rappelle celle qui était avant, ça me rappelle aussi Mm, quand je travaillais avec des gens en chirurgie bariatrique. mm, Souvent, il me disait, bah, moi, mon thérapeute, il est plutôt TCCiste. Alors, pour les émotions, parce qu'on parlait de mm, nourriture émotionnelle, et ça m'avait fait vraiment penser à ça, parce qu'il y en a qui nous disaient, mais moi, mon psychothérapeute, enfin, mon thérapeute cognitivo-comportemental, il me demande de voir ce qui s'est passé quand j'ai eu une émotion, qu'est-ce que j'ai eu comme pensée, qu'est-ce que j'ai eu comme sensation dans le corps, qu'est-ce que j'ai eu comme comportement, qu'est-ce que j'ai eu comme réaction. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors eux, ils le proposaient sous forme de tableau. Moi, j'avais repris des choses un peu comme ça sur la roue des émotions, puisqu'on était sur les émotions. Mais la boussole, j'aime bien la métaphore comme ça de la boussole, trouver son chemin. C'est très joli. Mhm. tout à fait. mm, C'est vrai que eux, après, ils font ce qu'on appelle la recherche-action participative, du coup, sur ces retours-là qu'ils ont des participants à leur randonnée. Donc, mm, ouais. mm, C'est pour ça que c'est très riche et c'était chouette Ouais. aussi de pouvoir intégrer cette association régulièrement. Mm. Ça venait bien Et, compléter, amener d'autres ouais. choses. Et il y a autre chose quand tu parlais de ta découverte en étant bénévole. Mm. euh, j'ai est-ce que j'ai bien compris? Parce que tu parles de thématiques pendant les randonnées. C'est-à-dire qu'il y a une thématique pendant la rando et vous discutez de ça? Oui, alors pas pendant toute la rando en fait, mais Ah, ils ont effectivement, bah voilà, c'est pour ça que c'est le programme IPNA, il y a ça, il y a cette posture de facilitateur et il y a aussi bah, le déroulé un peu de la journée. Donc voilà, au début, on se rencontre au parc, enfin au parc, au départ de la rando, là du coup, où il y a vraiment le groupe complet qui va arriver. Et ça peut aller jusqu'à 15-20 personnes même, hein. Il peut y avoir pas mal de monde des fois. Et donc, bon, voilà, on se présente. Souvent, on essaye de mettre un objectif de la journée mm, via pareil des cartes ou des choses pour se dire bah moi aujourd'hui j'aimerais bien perdre un peu de poids ou bon voilà donc là c'est des personnes pareil il y a pas l'idée du trouble quoi en tout cas enfin c'est on se rencontre quoi et donc après ils demandent effectivement donc ils parlent de la marche qu'on va faire voilà ils demandent à être par deux au début et à chaque fois qu'on fait une petite pause on change de personne juste pour se rencontrer voilà faire connaissance et après, un peu plus tard, oui, ils abordent la thématique du jour. Donc voilà, comme je vous disais, soit c'était sur la santé mentale. Et en fait, les thèmes sont choisis par les participants en amont. Il y a une grosse réunion par an où toutes les idées sont écrites sur des petits papiers dans un parc aussi par les personnes. Et ils mm, créent les lieux qu'ils vont aller visiter, mm, les thèmes abordés. Voilà, ça peut être sur les rêves, enfin voilà, la notion du rêve voilà, mm, sur l'addiction, sur voilà, mm. tout plein de thèmes, quoi. Donc, il va être Et- abordé à un moment donné. Il peut revenir aussi parce qu'il y a souvent deux facilitateurs. Voilà, et à la fin, donc il y a la boussole, on s'assoit, chacun remplit sa boussole, la partage s'il veut la partager, et voilà. mm. C'est vraiment génial. Et comment les gens viennent là, se retrouvent là, sont adressés? Comment ça se passe pour aller dans un... Oui, alors il y a quand même effectivement en amont tout un lien de se faire connaître par les établissements de soins. Donc là, par exemple, moi, je sais que pareil, l'URSS proposait quand il voyait que c'était un profil d'une personne qui parlait de marcher, de voilà, se mouvoir, mais pas forcément du sport, ou en tout cas avait les capacités d'eux, bah, propose aussi de s'inscrire à cette association, par exemple. D'accord. C'est une association. Oui, c'est une association, ouais, du coup. Et donc après, il suffit de les contacter. On est inscrit sur un groupe WhatsApp et le groupe WhatsApp dit, enfin, c'est tous les jeudis en fait, les rencontres au parc pour préparer la rando, c'est quasiment tous les jeudis. D'accord. Et Enfin, sauf l'été, ils randonnent pas l'été, il fait trop chaud ici, donc voilà, ouais. plutôt les autres périodes de l'année. Là, ils ont réduit un peu l'activité pour cause de financement. Ouais, c'est quand même. Est-ce que c'est gratuit? Et alors voilà, il y a une participation libre demandée de 3 euros. Donc si les personnes peuvent participer et qui peuvent donner 3 euros, ben c'est sympa. S'ils peuvent pas, c'est pas grave. D'accord, d'accord.
Voilà. Mais ça, c'est voilà, plus pour les goûter. Des fois, on va boire un café, un chocolat à la fin, si c'est l'hiver, par exemple. Voilà, ce genre de petites choses, quoi. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, c'est une association qui a besoin de financement, de subvention, quoi. Mm. Voilà. Et comme c'est nouveau, on verra bien. Mm. Ça fait combien de temps que ça a démarré l'association? Et je crois que c'était 2021. Je ne suis Ah oui, pas tu l'as dit, ça, exactement tu l'as dit. sûre de la date, mais c'est autour de ça. Donc, Donc, du coup, c'est tous les jeudis sur une demi-journée? alors, c'est tous les jeudis sur le rendez-vous au parc pour prévoir la randonnée d'après. Ah, Là, ok. je crois qu'ils ont réduit un peu le rythme. Ça doit être peut-être toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et après, la randonnée, ça va être soit le vendredi, soit le samedi. D'accord. Ils ont fait deux formules maintenant parce qu'il y a des personnes qui ont dit, ah, c'est un peu trop long quand on fait la randonnée toute la journée. Donc, ils font des demi-journées le vendredi Mm. et des journées complètes le samedi. Voilà. Et qui est-ce qui est à l'origine de cette association? Enfin, Et alors là, donc il y a deux personnes. Alexandra, j'ai oublié son nom de famille, mais si elle regarde cette vidéo, elle m'en voudra pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle travaillait dans une association aussi de personnes en précarité, euh, style tiers-lieu, un peu ce genre de projet. Voilà, donc là, elle a monté en plus cette association-là, Rando, mais elle s'est formée au Canada aussi. Elle est rentrée en lien, en contact avec cette équipe IPNA au Québec. Voilà, eu les formations. Ils sont très en lien en fait. C'est pareil, hein, régulièrement, il y a des temps de travaux communs ou en tout cas, enfin voilà, moi, ça m'est arrivé d'y participer aussi. Euh, voilà, où on fait des feedbacks, on essaie d'améliorer les choses, voilà, d'ouvrir sur d'autres thématiques, ce genre de choses, et plus en lien là avec les porteurs vraiment de ce programme, quoi. Et, et là, du coup, c'est orienté que adulte ou enfin, ado, parce que du coup, un peu l'aventure, tout ça, ado, ça Ouais. peut être Bah, là, de leur association à eux ici, c'est adultes, mais adulte. parfois ouvert aux enfants. Venez avec vos enfants ou avec D'accord. votre conjoint ou avec un frère, une sœur. Et c'est pareil, c'est annoncé un peu dans la Ok. thématique d'ouvrir, parce qu'il faut adapter le niveau aussi un peu, quoi, quand même. Oui. Voilà. Mais il y a toujours un petit moment où il faut se dépasser, en fait. C'est quand même les calanques, il y a quand même toujours un petit moment où il va falloir faire un effort. Mais en général, voilà, tout le monde y arrive, quoi. Il n'y a jamais eu de soucis. Au contraire, quoi, c'est très vivant. On pique-nique le midi. C'est là où c'est intéressant, c'est de se dépasser aussi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, Mm. tout à fait. Ouais, ouais. Et les séjours tout autant, quoi, hein. Des fois, c'est des personnes qui sont jamais sorties de Marseille ou ben, voilà, qui habitent là et qui ont jamais fait cette randonnée, qui pourtant est accessible en bus. On y va en bus, hein. On se retrouve à un endroit, on y va en bus. Ouais. Et au Donc, niveau tu du étais jardin, bénévole. Pardon. non, je voulais repartir. Sur le jardin, du coup, il y a combien de personnes un peu régulières qui viennent Oui, alors du coup, aux c'est activités difficile jardin? de faire une vraie estimation parce qu'en fait, ça dépend des journées et des activités. Du coup, mais on va dire là où on a le plus de participants, ça va être sur la pépinière, par exemple. Là, en moyenne, on est à 10 personnes, je dirais. Mais bon, voilà, parfois, l'été, les personnes partent en vacances, il fait très chaud, on fait plus que de la demi-journée. Et voilà, là, on a peut-être trois, quatre personnes, quoi. Et, voilà. Et des fois, ça peut être plus si à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui viennent essayer ou qui intègrent. Mais sinon, ça fait des groupes, ouais, une dynamique de groupe d'une dizaine ou dizaine de personnes, quoi. Et donc, Ouais, tu c'est es ça. toute seule avec eux ou... Ah non, jamais, jamais, Non, jamais. Non, on est minimum deux, voire trois. d'accord. Ouais. Éducateur ergo, éducatrice technique. Ok. Voilà, on arrive sur l'activité, en tout cas la pépinière, on a un tableau, chacun écrit les activités qu'il a envie de faire, fait un tour de table avec tout le monde, et voilà, qui veut arroser, qui veut désherber, qui veut planter, qui veut, et puis voilà, les trucs à faire du moment, et voilà, ça Et tourne. ce bénévolat, c'est du bénévolat, ça. Ce Non, n'est pas. non, non, ça c'était à l'activité, à l'atelier thérapeutique, D'accord, d'accord, ok. sur le Oui, jardin. mais je veux dire, les patients travaillent, mais ne sont pas rémunérés.
Alors, les patients travaillent à l'atelier thérapeutique sur le jardin et sont Ouais, rémunérés lors des ventes. Donc, ça veut dire que les récoltes, par exemple, c'est pareil. C'est vendu souvent dans le centre hospitalier, à la bibliothèque, au mm, secrétariat. Voilà, on fait la tournée, quoi, on va dire, à petit prix, hein, forcément, mm, qui on récupère et après, ça leur est rendu. Sur le parc, alors ça leur est rendu à deux dates, hein, marché de printemps, marché de Noël, et deux repas d'accord. festifs, donc à 6 mois à peu près d'intervalle. Et voilà, donc ça dépend de leur présence. Tout ça, après, il y a des tableaux Excel. Tout est, c'est quand même une petite tenue, effectivement, hein, organisationnelle. Mais bon, voilà, ça fait travailler tout le monde du coup, et c'est même effectivement une personne qu'on accompagne qui, à la fin, prépare les enveloppes avec notre cadre, du coup, qui gère un peu tout ça. Et voilà, donc effectivement, tout le monde est rétribué au nombre de séances où il a participé, en fait. Voilà, Et est-ce que c'est vraiment une motivation importante, cette rétribution pour les gens ou pas? une récompense. Donc, c'est Ouais. pas, non, ils demandent pas spécifiquement. Il y a plus l'attrait de aller faire la tournée. On a Mm, récolté des choses, on va les vendre. Ah, il y a quelques mm. pièces, mais voilà, il n'y a pas une grosse attente par rapport à ça. Voilà. Oui. Et après, dans les transferts, est-ce que tu sais s'il y en a qui continuent dans des jardins partagés, là, dans le jardin à côté où vous avez été? Est-ce qu'il y en a? Parce que parfois, ils sont un peu coucounés et de pouvoir aller sur un autre lieu, c'est parfois difficile, quoi, cette étape. C'est vrai. Oui, c'est vrai que je pense pas si évident, mais on a quand même quelques profils où ça a été même le souhait de faire des reconversions professionnelles là-dedans. Donc, soit aller dans des formations en lien avec les espaces verts, on va dire, ou le maraîchage, et intégrer ce genre de formation classique, entre guillemets, ou alors effectivement intégrer un ESAT et travailler des espaces verts. Et voilà, donc en général, ils le font et parfois non. Parfois, effectivement, on revoit parce que les attentes des actes sont parfois un peu élevées par rapport aux personnes qu'on peut recevoir. Et donc, effectivement, là, ce sera plus comment est-ce qu'ils peuvent rester en lien. Et en général, il peut y avoir soit des hôpitaux de jour, soit des CATTP qui continuent à proposer ce genre d'activité. Donc, voilà, on garde ce lien-là avec le nouveau lieu où ils sont désormais. Mais c'est vrai que dans la ville, je sais pas. Certaines personnes aussi, ils ont des plantes chez eux et le font en famille, ils ont un potager avec la famille et tout ça. Donc, ça dépend vraiment des personnes, quoi. Et oui, parce que toi, du coup, tu pratiques sur le terrain de ton mari, je crois, tu me dis, Sophie. Ouais, alors j'ai une pratique avec les enfants sur le terrain de mon mari. Après, j'ai une pratique dans un jardin de santé où là, j'accueille des adultes qui sont sur l'extérieur. Jardin de santé à Hérouville, sur le centre de rééducation, donc ils viennent de l'extérieur. Et c'est vrai Ok. que parfois, de faire le lien, en fait, ils viennent un temps et puis après, voilà, l'objectif, c'est aussi de les emmener plus près de leur ville, enfin, plus près de leur cité, de leur lieu, quoi, de leur logement. Et c'est vrai que ce passage-là est parfois pas facile. Donc, parce que les attentes sont pas pareilles, le positionnement des personnes sont parfois aussi différentes, même si elles sont assez libres sur le jardin. Moi, je suis quand même là en médiation, félicitateur, comme tu disais. Mm. Et il y a un cadre qui est posé. Et après, quand c'est en les jardins de bas d'immeubles, il y a d'autres relations aussi qui se font Mm. avec les personnes. Dans les jardins partagés, c'est pas toujours simple aussi. Les compétences, pas les compétences de jardinage, mais les compétences psychosociales. Enfin voilà, Mm. comment, comment ça s'intègre, le choix de tout le monde, l'accord de tout le monde. C'est vraiment une, comment dire, un beau challenge, enfin, voilà, de maintenir un jardin partagé. En association ou autre, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. Mais parce que pour moi, voilà, ce qui est intéressant, c'est que puisse être une étape en fait, il puisse monter en compétence je me sens, ça me fait du bien, j'ai envie de continuer. Et soit j'ai les capacités physiques pour prendre vraiment une parcelle de jardin à moi. Parfois, c'est un peu difficile, mais du coup, de pouvoir
bah, quand même retrouver ces bienfaits et ce bien-être quand je jardine, mais pas trop loin de chez moi avec d'autres personnes. Mais voilà. Donc, ça, c'est parfois difficile à les emmener. Ouais, c'est vrai que c'est quand même, oui, pas mal de travail de lien avec divers lieux, diverses choses. Donc après, ça demande de l'organisation aussi, hein, tout ça. Mm. Quand on est tout seul, peut-être c'est moins évident aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, eux-mêmes, il y a une étape Mm. qui est pas facile. Et Stéphanie slash Mathieu, tu- comment tu te sens? Tu te situes toi, par rapport à tout ce qui est nature ou qu'est-ce que tu en dis? Alors, moi, faire un jardin, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que de devoir se promener, c'est des choses que j'aime bien. Mais moi, ce que j'aime quand je vais me promener, même si par exemple on le fait en famille, c'est le fait d'être seule avec moi-même. Et je pense que les gens qui suivent des ateliers, des freins qu'ils peuvent avoir chez eux, c'est que l'avantage des ateliers, c'est qu'ils le font en groupe. Et bah, des fois, à la maison, on peut se retrouver aussi tout seul à vouloir le faire et pas forcément pouvoir le faire. C'est, mais c'est sûr que quand on est dehors, on est bien. D'ailleurs, mon métier actuel fait que je suis amenée à aller dehors, puisque je travaille dans le BTP, dans tout ce qui est domaine de la qualité, sécurité, environnement. Et ce qui est bien dans ce métier, c'est de pouvoir aller sur les chantiers, quoi, voir ce qui se passe sur les chantiers et pas rester enfermé dans le bureau. Donc, même si c'est un environnement, c'est une nature urbaine, c'est quand même dehors et les gens, ils sont bien dehors. Alors, dans ma ancienne boîte, il y avait des gens qui travaillaient dans des ateliers et d'autres qui travaillaient dans les chantiers. Et on le voit, c'est deux approches différentes, c'est deux mentalités différentes. Ils sont dans la même entreprise et pourtant, c'est pas pareil. Mm. Parce qu'il y en a qui sont dehors et pas d'autres, pas les autres. Ouais. En tout cas, quand tu fais cette comparaison entre ceux qui sont dehors et ceux qui n'y sont pas, moi, ça m'a épouvanté de voir qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur, quoi. Mm. Ouais. Mm. Effectivement, ça, c'est le rapport du déficit nature disorder venu des États-Unis. Mm. Voilà. Bah, c'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps dedans et depuis le plus jeune âge. Parce que dès qu'on est à l'école, on est souvent dedans. Tout se fait dedans, tout. Et moi, j'ai mes filles qui sont internes dans deux endroits différents. Et la grande, elle est dans un lycée à Tarbes et avant, elle était au collège à Marciac. Et la chose qu'elle m'a dit l'année dernière, bon, elle n'aime pas son lycée, mais c'est un autre sujet. Et une des choses qui fait qu'elle l'aime pas, c'est que tout est dans l'enceinte du lycée. Ils ont l'internat, ils ont le réfectoire, ils ont les cours, ils sont tout le temps dans l'enceinte clôturée du lycée, bon, même s'ils peuvent sortir. Alors que quand elle était dans son collège à Marciac, dans le Gers, eh bien, il y avait un lieu, il y avait le collège, il marchait un petit peu pour aller à la cantine, il marchait un petit peu pour aller à l'internat, et ben, même si c'est dans une micro-ville, ils sortaient, ils étaient dans un environnement un petit peu différent. Mm. Je crois qu'il y a eu, vous avez entendu parler peut-être d'expérimentation d'instituteurs qui faisaient classe dehors, quoi. Je ne sais plus où, ni quand, ni comment, mais j'ai entendu ces expérimentations-là pour favoriser le travail en extérieur des enfants, quoi, pour qu'ils Mm. soient à l'extérieur. Ouais, il y a eu aussi, bah, c'était à Marseille, je crois, sur la classe du dehors, là, en mai-juin, des rencontres de la classe du dehors. C'est possible. Ouais, de l'école du dehors, je crois. Je crois que On c'était va tous sur. faire Marseille, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Ils ont le soleil, petit donc coup de ça va. pub. Mesdames, je vais faire mettre du temps Mm. parce qu'en fait, on est en bonne compagnie et c'est super Mm. agréable.
Il est Mm. 21h24. Bon, je pense que c'est le temps de conclure en fait ce super partage sur l'utilisation de la nature. Mm. Du coup, comme médiation de soins, effectivement, pour nous aider chacune et les personnes qu'on va accompagner en ergothérapie pour un mieux-être en tout cas. Euh, Quel serait le mot de la fin, du coup? Comment est-ce qu'on pourrait conclure cette soirée? Enfin, et ben, faites ce qui vous plaît. Demain, on va dehors. Oui, 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 voilà. En tout cas, c'est pas non plus. Moi, je suis pas formée au jardin et tout ça à l'origine, hein, donc Ouais. voilà, c'est vraiment accessible à tous en fait. Il Mm. faut avoir cette notion-là que c'est à la portée de nous tous par des choses très simples, une petite marche, s'asseoir sur un banc, mettre une petite plante chez soi et voilà, il faut Mm. pas grand-chose non plus et ça marche. Voilà. Donc merci en tout cas pour ce Mm. moment et je vous souhaite une bonne Merci. soirée. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Mm. Merci. Merci. Merci pour le Euh, partage. et Ouais. merci beaucoup. Et juste avant qu'on se quitte, le prochain webinaire a lieu le 26 novembre et c'est Mylène Le Gall qui nous parlera de l'ergothérapie en santé mentale en Suisse. Et aussi un appel enfin, pour dire à tout le monde donc Sophie, peut-être Stéphanie dans quelques temps, et ceux qui nous regarderont en replay, que si vous avez des souhaits de partage sur des sujets, des pratiques, des concepts, enfin voilà, et que vous souhaitez partager, l'ANFE et le GRESM, voilà, on vous ouvre les portes de nos webinaires avec grand plaisir. Donc l'ANFE, c'est une fois par mois aussi, je Non, crois. c'est tous Tous les les deux 15 mois. jours? Tous les 2 mois. C'est moins D'accord. fréquent que nous. Et ben nous, c'est Nous, tous les c'est mois. mensuel, mais la NFE, c'est tous les 2 mois. Mm. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies de partage. Mm. Voilà. On vous remercie beaucoup. Pauline, on te garde encore un tout petit peu. Et Mhm. puis on va dire au revoir à Sophie et à Stéphanie. Et Stéphanie, ben. Alors Sophie, j'étais super. Enfin, ouais, c'est super. Enfin, ton partage aussi sur une autre pratique encore, c'est génial. Et Ouais. puis Stéphanie, ben voilà quoi. Bah, En faut attendant que tu postuler, deviennes faut être pris. ergothérapeute. Ouais, c'est un joli métier en tout cas, qu'on peut Ouais, allier ouais. Ah, métier, voilà. Métier et Bah, plaisir et c'est passion. Donc, Ouais. mais je trouve que ouais. c'est un métier qui a du sens par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi, ce qui me botte, c'est tout ce qui est la prévention en entreprise, mais bon, il y a en bas à droite, quoi, qui fait que ça freine. Et je coche un peu toutes les cases où ben, je sors d'une petite année de burn-out couplée de déni de burn-out. J'ai pas eu l'effondrement du burn-out dont tout le monde parle. J'étais en Tu peux déni. couper l'enregistrement du